Bien, merci Pierre. Mon curriculum vitae, vous le trouverez dans la plaquette qui vous a été remise. Sachez simplement que je suis magistrat, donc juge, que j'ai été aussi procureur, car selon les États, les statuts de juge et de procureur ne sont pas toujours les mêmes, en France, bien sûr, mais également à la Cour pénale internationale, qui, vous le savez, siège à La Haye. Et à l'occasion de mon mandat de juge international, j'ai été appelé à connaître de faits constitutifs de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui avaient été commis au nord-est de la République démocratique du Congo. Donc les questions de droits de l'homme ne me sont pas totalement inconnues. Ceci dit, j'ai conscience d'être au milieu de scientifiques de très haut niveau. Et à part quelques exceptions, je me sens un tout petit peu égaré. Alors j'espère que mon enthousiasme pour les droits de l'homme compensera mes connaissances extrêmement généralistes. Et je ne m'arrêterai pas uniquement aux défis que rencontrent les scientifiques, tels que vous les avez brièvement évoqués il y a un instant. J'essaierai de planter un petit peu le décor. Alors l'année 2018 nous a donné l'occasion de fêter les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée tout près d'ici, au Palais de Chaillot. Rappelez-vous la première phrase du préambule de cette déclaration. Elle est sublime et elle est riche de promesses. Je la cite. « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Quel splendide programme et quelle belle vision d'avenir. Adopté dans l'enthousiasme après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et décliné par la suite, nous y reviendrons, à travers pactes, protocoles et conventions, cette déclaration suscita l'immense espoir de voir l'humanité s'unir autour de valeurs communes et universelles. L'année 2018 fut toutefois aussi l'occasion de dresser, dans une certaine morosité, un bilan bien mitigé de la mise en œuvre de cette déclaration. Ces droits, solennellement proclamés, sont-ils universellement respectés? Les organes chargés de veiller à leur application y parviennent-ils? Les droits de l'homme ne sont-ils pas souvent délibérément bafoués? Dès lors, faut-il se résigner et abandonner cette grande idée, ou la laisser vivoter en se bornant à préserver l'acquis? Ou bien faut-il se placer résolument dans une perspective dynamique pour renforcer encore et diversifier le message dont ils sont porteurs? Dans un monde où tout évolue si vite et dans tous les domaines, ne s'impose-t-il pas, en les actualisant, mais aussi en les faisant évoluer, de réaffirmer ces valeurs? Plusieurs questions donc auxquelles il faut bien sûr répondre de façon positive. Le souffle de 1948, il faut s'en persuader, n'est pas éteint. L'entretenir est une exigence, sans craindre cependant de lui ouvrir de nouveaux domaines. Je vous propose donc très brièvement, car le temps nous est compté, de faire un état des lieux de ce que sont aujourd'hui les droits de l'homme, en évoquant tout d'abord très vite les principaux textes qui les définissent et sur lesquels ils se fondent, puis en mesurant la portée. Nous parlerons ensuite tout aussi vite des organes qui sont chargés de les mettre en œuvre et d'en faire assurer le respect. Nous serons alors conduits à faire ce constat qu'ils sont de plus en plus souvent contestés, voire critiqués, et plus grave, qu'ils sont trop souvent méconnus. Nous verrons enfin que se conformer aux déclarations et conventions existantes s'impose pourtant plus que jamais, qu'il ne faut surtout pas désespérer, mais qu'il faut aussi savoir s'adapter et évoluer. L'irruption dans notre vie quotidienne de questions auxquelles bien peu de personnes songeaient en 1948 rend en effet indispensable le respect constant de ces droits sans lesquels il n'est pas de société démocratique, mais il impose aussi, elle impose, cette irruption aussi, la consécration de nouveaux droits. Alors, quelques mots très rapides sur les textes, les déclarations qui énoncent les droits qu'il convient de reconnaître à tout individu. On peut considérer que les Anglais ont ouvert la voie avec la Grande Charte de 1215
et le Bill of Rights de 1689. Puis viendront les déclarations américaines, la déclaration d'indépendance de 1776 et plus encore le Bill of Rights de 1791 qui définit véritablement les droits des citoyens. Une place particulière doit être donnée à notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont la portée symbolique mais aussi pratique a été immense et qui fut une source d'inspiration pour nombre de pays. De la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui ce matin constitue notre point de référence, notre point d'ancrage, vont découler de nombreux instruments internationaux rappelant tous, pour l'essentiel et selon des formulations différentes, que le respect de la dignité de tout être humain est une exigence fondamentale, que les hommes ont droit à la vie, qu'ils sont libres et égaux en droit, qu'ils ne peuvent être arrêtés arbitrairement, que la torture est interdite, tout comme les traitements cruels, inhumains et dégradants, que tout procès doit être conduit équitablement et publiquement, rappelant aussi que chacun doit bénéficier de la présomption d'innocence, soulignant que l'on a droit à la dignité, à la liberté de penser, à la liberté d'expression, à la liberté de réunion, à la liberté de circulation. Enfin, que toute personne a droit au travail, et c'est l'article 26 de la Déclaration de 1948, a droit à l'éducation. Ces nombreux instruments internationaux qui découlent de la Déclaration de 1948 sont en particulier au niveau des Nations Unies le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, tous deux du 19 décembre 1966. Le second de ces deux pactes, et c'était une nouveauté, énonce notamment le droit au travail, le droit syndical, le droit à une rémunération équitable et satisfaisante. Et ces différents textes vont à leur tour être déclinés par toute une série de protocoles. C'est un jeu de dominos traitant de questions spécifiques, telles que par exemple l'élimination de toute forme de discrimination ou les droits de l'enfant. C'est encore de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que découleront, à l'échelon du continent européen cette fois, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, avec là encore de nombreux protocoles, 16 à ma connaissance, venant préciser certains des droits qu'elle énonce, ainsi que la Convention interaméricaine des droits de l'homme de 1969 et la Charte interafricaine des droits de l'homme et des peuples de 1998. Quelle est la portée de ces textes ? Je suis très loin d'avoir cité tous les textes existants, vous voyez qu'ils abondent. En tout cas, ils constituent, ou ils sont censés constituer, par leur universalisme, par le socle de valeurs communes qu'ils énoncent et qui sont censés harmoniser les systèmes juridiques au bénéfice de tous, ils constituent un fantastique espoir. Si la déclaration de 1948 n'a qu'une valeur déclarative, il n'en va pas de même des deux pactes de 1966 et de nombre des textes qui suivront. Les États qui adhèrent à ces différents textes, pactes et textes qui en découlent, doivent s'y conformer. Pour tenter de mesurer leur portée, nous prendrons simplement deux exemples. Il faut avoir conscience, si l'on prend l'exemple de la France, qu'en vertu de l'article 55 de notre Constitution de 1958, ces différents textes peuvent être invoqués devant les juridictions françaises car ils ont une valeur supérieure à celle des lois. Et l'on retrouve cette suprématie sur la loi interne dans de nombreux pays. Et il faut aussi avoir conscience que, du moins en théorie, les cours créés pour veiller à ce que les États respectent ces droits ont la possibilité de condamner ces derniers et que ceux-ci sont alors tenus, en théorie, de se mettre en règle. Il s'agit là d'une évolution et d'un acquis majeur sur lesquels il faut veiller et que l'on doit absolument préserver. La question est de savoir si l'on y parvient effectivement.
Nombreux sont les organes appelés à suivre l'application des recommandations contenues dans ces multiples instruments. Parviennent-ils à remplir leur mission ? Car les États qui adhèrent à ces textes protecteurs demeurent encore terriblement soucieux de leur souveraineté, ce qui peut les conduire à contester ou à regarder avec une certaine distance les avis, observations, recommandations, voire les condamnations dont ils font parfois l'objet de la part, à titre d'exemple, du Comité des droits de l'homme chargé de veiller à la bonne application du pacte ou des différents comités de suivi appelés à suivre la bonne application des différents protocoles et qui, à cette fin, reçoivent plaintes et doléances, rédigent des rapports, formulent des recommandations. Songez à l'attitude de la France après les avis du Comité des droits de l'homme sur la crèche Babilou et de la haut-commissaire aux droits de l'homme à propos de la réponse policière aux manifestations violentes de l'année 2018-2019. Quelle réponse apportera la France à la demande de précision récemment formulée par la rapporteuse des Nations Unies à propos du transfert de 7 Français de Daesh condamnés à mort en Irak ? Question. Et il en va d'ailleurs de même des suites réservées aux décisions des cours européennes, interaméricaines ou interafricaines des droits de l'homme, appelées à veiller à la bonne application des conventions liant respectivement les États européens, américains, africains. Étant rappelé, j'aurais dû le dire, cette lacune est importante, qu'aucune cour de cette nature n'existe sur le continent asiatique. Toutefois, si l'on s'arrête un instant sur la Cour européenne des droits de l'homme, qui, vous le savez, siège à Strasbourg, on constate, s'agissant de la France, que les condamnations qu'elle a prononcées sur des sujets aussi divers que notamment la garde à vue, les interceptions judiciaires de communications téléphoniques, la dignité des personnes détenues au sein d'établissements pénitentiaires, que ces condamnations ont été à l'origine, en droit interne, d'importantes modifications législatives ou réglementaires, afin, en tenant compte d'une légitime marge d'appréciation, de se mettre en conformité avec les prescriptions de la Convention. Tout cela ne s'est pas toujours fait de bonne humeur, mais force est de constater que notre législation a été modifiée à la suite de différentes condamnations de la Cour de Strasbourg. Sur un plan beaucoup plus général, le respect des conventions relatives notamment à l'interdiction des génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, relève depuis 1998 de la Cour pénale internationale, et cette fois-ci, ce ne sont plus les États qui peuvent faire l'objet de poursuites devant cette Cour, mais les responsables politiques eux-mêmes, les dirigeants, sans qu'il puisse être question d'immunité ou de privilège. Mais bien que les condamnations ou les constats de violation soient rendus publics, on constate que ces dernières subsistent, les constats de violation, et que sensibiliser à l'absolue nécessité de respecter les droits de l'homme demeure un travail de très longue haleine. Alors pourquoi ces réticences, pourquoi ces réserves ? Les droits de l'homme sont de plus en plus contestés, en réalité, ils dérangent. Ces critiques auxquelles il est aisé de répondre prennent les formes les plus diverses. Nous allons en énumérer quelques-unes. Pour certains États, les droits de l'homme, tels qu'ils sont énoncés dans ces multiples instruments, relèvent d'une vision beaucoup trop occidentale, qui ne tient pas compte des multiples contraintes auxquelles on doit faire face dans d'autres régions du monde. L'universalité des droits de l'homme est ainsi régulièrement remise en cause. Pour d'autres, la place donnée aux droits est beaucoup trop importante par rapport à celle qui est donnée aux devoirs que tout homme doit avoir envers la société, envers la communauté au sein de laquelle il vit, envers la communauté familiale, voire la communauté religieuse. Et cette critique est fréquente de la part des États du continent asiatique. D'autres encore considèrent qu'il est impossible de veiller au respect de tous les droits énoncés. On s'autorise donc à opérer des choix, à établir des priorités. C'est par exemple le cas lorsqu'un État fait face à d'importants mouvements migratoires. Et c'est alors l'indivisibilité des droits de l'homme qui est mise à mal.
Pour d'autres, c'est la légitimité des juges qui siègent au sein des cours qui est de plus en plus mal acceptée, en particulier lorsqu'il s'agit de questions touchant de près à l'ordre public national. Il n'y a pas si longtemps, l'Angleterre s'est opposée à la Cour européenne des droits de l'homme sur la question du vote des personnes détenues. La conférence qui s'est tenue à Brighton en avril 2012 témoigne de cet état d'esprit critique. Pour d'autres, c'est la légitimité des comités, ces comités que j'évoquais il y a un instant, qui sont chargés de veiller, par exemple, à la bonne application de protocoles sur l'interdiction de la torture ou des traitements dégradants. C'est la légitimité de ces comités qui est mise en cause. Et l'on refusera ou l'on oubliera d'appliquer leurs recommandations. De même, dès ses premières années de fonctionnement, la Cour pénale internationale a été très critiquée, car ses poursuites étaient jugées trop sélectives. L'absence d'immunité plaçait les dirigeants poursuivis dans une situation trop difficile au sein de leur pays. La lenteur de la Cour et son manque d'efficacité continuent d'ailleurs à être très sévèrement critiqués. Plus généralement, y compris chez les meilleurs juristes, et il en est dans cette maison d'ailleurs, on dénonce souvent ceux que l'on appelle, avec un petit peu de distance, les droits de l'homiste. Les droits de l'homiste qui font perdre ou qui feraient perdre son sens au droit international et qui déconstruisent le droit interne, qui se meuvent dans un flou, je cite, générateur d'illusions et de recommandations impossibles à satisfaire. Et le professeur Jean Carbonnier, Dieu sait s'il était éminent, que cite Mireille Delmas-Marty, s'étonnait, alors qu'à ses yeux il devait être exceptionnel, de l'appel de plus en plus fréquemment fait à la Cour européenne des droits de l'homme, en disant, je le cite, « La Cour européenne est sortie de son lit, l'ennui est que l'on ne voit pas comment l'y faire rentrer. » Fin de citation. Contester les droits de l'homme constitue-t-il dès lors une réalité ou une utopie? La réponse est singulièrement difficile, a fortiori si l'on songe, en outre, à la manière dont ils sont aujourd'hui ignorés, malmenés et souvent bafoués. La méconnaissance des droits de l'homme peut être brutale, elle peut être délibérée, elle peut être revendiquée. Elle peut être aussi plus sournoise, légitimée, pense-t-on, par des phénomènes nouveaux auxquels il faut impérativement faire face au prix de restrictions apportées à certaines libertés. La méconnaissance délibérée, revendiquée, est celle auquel on assiste dans un certain nombre de pays particulièrement instables, théâtres de conflits internes ou internationaux. Le contentieux dont étaient saisis il y a peu les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda, ou dont sont encore saisies les chambres mixtes extraordinaires qui siègent à Phnom Penh, ou dont connaît actuellement la Cour pénale internationale sur différents continents, en sont un exemple terrifiant. La Syrie constitue depuis 2011 l'exemple même de ce qui peut être fait de pire en termes d'atteinte aux droits de l'homme. En conclusion d'un remarquable ouvrage publié avant l'été, Michel Duclos, qui fut ambassadeur en Syrie de 2006 à 2009, parle avec une immense amertume, je le cite, de cette région de l'humanité où les grandes puissances ont accepté que les droits de l'homme soient bafoués sans aucune limite. Fin de citation. À une autre échelle, bien sûr, la résurgence des nationalismes dans un certain nombre d'États. Le conflit qui, dès lors, oppose, d'une part, la portée universaliste des droits de l'homme et, d'autre part, des revendications renforcées de la souveraineté nationale, les replis identitaires auxquels on assiste, la frayeur que provoquent les afflux de migrants, les tergiversations, voire les politiques de refus auxquelles on assiste lorsqu'il s'agit de les accueillir, constituent autant d'atteintes graves aux droits de l'homme dont, et il faut le déplorer, on semble ne s'émouvoir que très modérément. De manière peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi préoccupante, je disais sournoise tout à l'heure,
les attentats de septembre 2001 aux États-Unis, le retour du terrorisme sur le sol européen, l'immense champ de propagation de thèses prônant un islamisme radical qu'offrent les réseaux sociaux ont conduit des États parmi les plus démocratiques à se doter de centres de détention, songeons à Guantanamo, qui vont à l'encontre des droits de l'homme, ainsi que de législation antiterroriste dont on comprend bien entendu l'objectif, mais qui font parfois peu de cas de certaines libertés que l'on veut peu à peu renier. Attention à ne pas élargir de manière excessive la définition de certaines infractions. Préservons la liberté d'aller et venir. Soyons aussi attentifs à la liberté d'expression qui ne doit pas être excessivement encadrée et qui, en France, doit rester réglementée par la loi de 1881 sur la presse. Plaidant devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, Maître François Sureau, avocat au Conseil, résumait il y a 2 ans environ l'état d'esprit ambiant en ces termes, du moins c'est ainsi qu'il le percevait, je le cite, « Les temps sont difficiles, bien sûr, mais ceux de nos grands ancêtres ne l'étaient pas moins. L'idée informulée des gouvernements et des législateurs contemporains, c'est que les principes ne valent que par temps calme, et c'est à l'évidence le contraire qui est vrai. » Fin de citation. Les réponses à apporter à la question de savoir s'il convient ou non de juger en France ceux de nos ressortissants qui ont rejoint Daesh et qui encourent la peine de mort devant les juridictions irakiennes ne doivent-elles pas intégrer des considérations liées au respect de ce droit de l'homme essentiel qu'est la garantie d'un procès équitable? Enfin, dans un tout autre domaine, celui de l'économie et des marchés, à l'époque de la mondialisation, sommes-nous tout à fait certains que les droits de l'homme sont toujours suffisamment pris en compte et garantis? Alors, que faire? Eh bien, il ne faut pas baisser la garde et il faut s'interroger sur d'éventuelles évolutions. Il faut demeurer constamment vigilant et chacun à la place qu'il occupe et avec les moyens dont il dispose doit tout faire pour que ces valeurs universelles soient respectées. Il faut avoir conscience que les droits de l'homme ne sont pas statiques, que s'ouvrent aujourd'hui de nouveaux domaines au sein desquels les droits de l'homme de 1948 doivent bien sûr continuer à trouver toute leur place, mais où d'autres droits doivent également en conquérir une. La Déclaration universelle de 1948 est à l'origine d'un processus d'évidence inachevé, car c'est un processus daté 1948, mais constamment adaptable à des réalités communes à tous les hommes et à un monde qui bouge. Dans une récente interview, Jean-Marie Delarue, le nouveau président de la Commission nationale française consultative des droits de l'homme, disait avec vigueur et sans s'embarrasser de formules académiques, je le cite, « Les droits de l'homme, ce n'est pas un machin qu'on met en avant de temps en temps, comme une cerise sur le gâteau. Ce n'est pas une décoration ni un sapin de Noël qu'on installe une fois par an, c'est la base de tout. Il ne faut pas les poser comme des principes du passé, mais comme des principes d'avenir, comme le socle sur lequel construire de nouvelles libertés. Les droits de l'homme doivent s'appliquer à tous, en tout temps et en tout lieu. Or, on en est loin. » Fin de citation. Principe d'avenir. Nouvelle liberté, il faut retenir ces mots. Quelles que soient les difficultés rencontrées et les déceptions éprouvées, il faut effectivement avancer. Et commencer, c'est une absolue priorité par inventer et édifier ce nouveau droit qu'est le droit à vivre sur une planète habitable. Ce droit-là n'est pas un privilège d'occidental. Il concerne toute l'humanité. Et si, dans une 50aine d'années, les habitants de la planète ne peuvent plus sortir de chez eux car la chaleur sera devenue étouffante, qu'en sera-t-il de ce droit de l'homme fondamental
qu'est la liberté d'aller et de venir, et d'ailleurs de tous ces autres droits que l'on ne pourra plus exercer car l'on restera terré chez soi. Il faut être en mesure de répondre aux innombrables défis qu'ouvrent le développement et l'ampleur des phénomènes migratoires. Le respect de la dignité mériterait d'être au centre des réflexions, discussions et propositions des États concernés avec le réel désir d'aboutir, même, et il ne faut pas faire d'angélisme, c'est extrêmement difficile de trouver des solutions. À cet égard, il est intéressant de rappeler que le Conseil constitutionnel français a consacré le 6 juillet 2018, ce fut très critiqué, la valeur constitutionnelle du principe de fraternité, lorsqu'il fut saisi du délit de solidarité avec des migrants entrés irrégulièrement sur le territoire national par le département des Alpes-Maritimes. Ce faisant, il s'alignait, le Conseil constitutionnel, d'une certaine manière, sur l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, au terme duquel, je le cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Fin de citation. Il convient aussi de répondre au développement de la société numérique, algorithmes, société de surveillance et de prédiction, ce que l'on appelle l'homme profilé, intelligence artificielle qui augmenterait l'homme, mais est-ce vraiment le cas quand la robotisation et la miniaturisation ont pour conséquence de transférer à des machines sophistiquées d'innombrables activités qui étaient jusque-là l'apanage des humains. Tout cela se discute. Il s'impose donc non pas de refuser le progrès, mais de se doter sans attendre de règles simples, admises, protectrices des nombreux droits qui sont ici susceptibles, si l'on y prend garde, d'être mis en péril et qui d'ailleurs le sont parfois déjà. Attention, comme l'écrit Amin Malouf, dans un tout récent ouvrage également, un peu pessimiste, à ne pas laisser, je le cite, notre esprit critique s'engourdir et la notion même d'humanité patiemment construite au fil des millénaires se vider de son sens. Fin de citation. Il faut s'intéresser aux avancées de la science et aux innovations technologiques qui en résultent, s'intéresser aux progrès de la bioéthique, l'homme fabriqué, et sans remettre en cause les progrès de la science, veiller à ce que soit là aussi défini, redéfini et protéger, le tout dans la dignité, les droits de chaque individu. La loi de bioéthique, dont va prochainement connaître le Parlement français, doit donc retenir notre attention. Le champ des droits de l'homme est donc immense. Le champ traditionnel, 1948, et protocoles et conventions qui en découlent, ce champ traditionnel sur lequel il ne faut rien céder, et le champ à venir qui est à conquérir, les deux étant étroitement interdépendants. Il faut d'un côté maintenir et protéger avec intransigeance et fermeté, et de l'autre anticiper, prévoir sans délai de nouvelles barrières et définir de nouveaux droits. Les droits de l'homme intemporels, comme ceux qui restent à définir, tous doivent innerver et inspirer nos systèmes de droit, mais aussi nos comportements quotidiens. Les droits de l'homme existants et à venir doivent plus que jamais constituer la boussole de l'humanité. J'aimerais achever ce propos, je suis content d'avoir tenu le délai, de manière plus légère, en vous donnant un exemple de l'omniprésence de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que l'on trouve parfois là où on ne l'attend pas. Figurez-vous qu'au fond des Cévennes françaises, terre de résistance et de défense de la liberté religieuse et de la liberté tout court, près de Florac, un modeste sentier en pleine colline reliant le hameau de Solperrière au bourg de Vébron vient d'être dédié à Stéphane Hessel, qui participa, vous le savez, à la rédaction de la Déclaration de 1948.
Il est en pleine forêt, ce sentier, comme son nom l'indique. Baptisé Sentier des droits de l'homme, ce modeste chemin est jalonné de panneaux sur lesquels sont inscrits des articles phares de la Déclaration universelle. Celle-ci est enfin reproduite en entier sur le dernier panneau. Alors me direz-vous, c'est un très modeste témoignage. Oui, c'est un très modeste témoignage, mais que je trouve terriblement symbolique, porteur d'espoir, et qui atteste du rayonnement de ce texte mis à la disposition de promeneurs et des élèves des écoles, collèges de ce petit coin de France. Il atteste de son réel universalisme et de sa force, quels que soient les coups qui lui sont si souvent portés. Je pense aussi que tout cela témoigne des multiples formes que peut revêtir l'éducation aux droits de l'homme. Je vous remercie de votre patience. Nous avons le temps, puisqu'on est un peu en avance, pour quelques questions à M. Cotte. Allez-y. Oui, une question très simple. Droits de l'homme et droits humains, quelle est la différence ? Voilà, je devrais le savoir d'ailleurs, parce qu'il m'arrive de me trouver dans cette salle. Écoutez, honnêtement, je ne vois pas s'il est impératif d'en faire une. Je m'efforce dans ce domaine-là de ne pas faire de sémantique, parce que je pense qu'il faut vraiment aller à l'essentiel. Droits de l'homme, droits humains, peut-être peut-on en faire une, moi je n'en fais pas. À tort, peut-être. Monsieur Cotte, vous avez parlé tout à l'heure d'un petit problème d'évolution des droits et vous citiez un exemple d'interception des communications téléphoniques actuellement qui peut être soumis à question. Or, actuellement, en France et même partout dans le monde, toutes les communications téléphoniques, toutes les communications par ordinateur peuvent être stockées quelque part à notre insu et étudiées par on ne sait pas qui, par des entrepreneurs privés. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas définir un nouveau droit de l'homme, un droit à la confidentialité de nos échanges, qui est à la base de notre liberté de conscience ? Vous avez raison, je m'étais comporté comme un juriste étroitement national et un peu étriqué. Je pensais aux interceptions téléphoniques telles que nous les concevons dans notre procédure pénale française. Et il est vrai qu'en 1990, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la manière dont la France permettait à ses magistrats de procéder à des interceptions téléphoniques. Vision donc très segmentaire du problème que vous posez. Le problème que vous posez impliquerait effectivement que puisse, dans le cadre d'un multiralisme qui, à l'heure actuelle, vous le constatez comme moi, ne cesse de se rétrécir et de diminuer, tout cela impliquerait que l'on puisse réunir des représentants de la plupart des pays concernés par le phénomène que vous dénoncez et qui devrait normalement conduire à préserver l'intimité de tout particulier. À titre personnel, et j'ai honte de le dire, je doute que nous puissions parvenir à quoi que ce soit dans un délai relativement proche. Merci. Je voudrais d'abord féliciter M. Cotte et le remercier pour le propos qu'il nous vient de nous présenter, très stimulant sur les droits de l'homme. Et en partant de la Déclaration universelle de 1948, qui est la source enfin de laquelle il faut s'inspirer toujours encore aujourd'hui, ce que même les organes de supervision commencent à voir, dans le sens que avant
tous les organes de supervision des Nations Unies se référaient au pacte, aux autres instruments, mais la Déclaration universelle restait un peu derrière. Et maintenant, dans la nouvelle système de révision périodique, et la Déclaration universelle est en première place. Mais alors je voudrais poser une question qui, M. Cotte s'est référé en partie, mais pas strictement à la Déclaration universelle. Il y a un article dans la Déclaration universelle qui est toujours oublié. Quand on parle des droits, il y a un droit qui n'est jamais évoqué dans les textes, et c'est l'article 28. Alors, l'article 28 est un article clé, à mon avis, dans la Déclaration universelle. Et je le cite, il est très bref. Il dit « Toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. » Les instruments qui ont été adoptés ne citent jamais cette disposition. Ils posent l'obligation aux États de respecter les droits selon leur système constitutionnel, mais évidemment, ça dépend des États, parce que ça dépend d'un État autoritaire à un système constitutionnel qui ne respecte pas les droits. Donc, se référer au système étatique tout seul, ce n'est pas suffisant. Alors, je pense qu'il serait temps, et peut-être nous devrons le faire, de se référer à cet article 28. Je vous pose la question, ne le pensez-vous pas, parce que si vous avez évoqué les problèmes de la planète, de la vie dans la planète, du climat, de l'environnement, etc., mais on le retrouve tout là, dans cet article 28, qui pose, oui, un droit fondamental qui est à la base de la jouissance des droits, et en même temps, je pense qu'il faut l'interpréter comme imposant aux États et à toute institution des obligations de respecter l'environnement en général, je parle de l'environnement dans lequel les droits doivent s'exercer. Donc je vous pose est-ce que vous avez les mêmes idées parce que j'ai vu que cet article reste toujours non mentionné, en fait. Vous avez raison, Fausto. Il faut que vous sachiez que Fausto Poccar, qui est un de mes collègues italiens, a présidé pendant plusieurs années le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. C'est important de le savoir, vous ne le connaissiez peut-être pas tous. En ce qui concerne cet article, vous avez tout à fait raison, c'est un oubli de ma part. Il est vrai que tous les articles de la Déclaration universelle de 1948 peuvent être taxés d'un lyrisme qui est peut-être aujourd'hui un peu désuet. Et non, ce n'est pourtant pas du tout désuet. Et l'article que vous venez de rappeler et de citer mériterait, au même titre que celui que j'ai cité au tout début de mon propos, de figurer comme article phare, comme article socle, pas tout à fait sur le fronton de nos édifices publics à côté de liberté, égalité, fraternité, mais presque. Alors, il faut le rappeler peut-être à l'occasion des campagnes électorales, comme devant être l'un des engagements, parfois un peu théoriques, mais que doivent prendre ceux auxquels on délègue la manière de diriger nos communes, nos départements, nos régions, nos pays. Une dernière question. Oui, Joël Alno. J'avais une question, Monsieur Cotte, qui concerne une situation qui se déroule sous nos yeux, bien que lointaine, et qui est celle de Hong Kong, de ce qui se passe à Hong Kong. Parce que je me disais que voilà un peuple qui manifeste pour le respect de sa dignité, de ses droits, d'avoir des procès équitables, d'avoir une liberté de circuler. Et je me demandais si, à partir de cette situation-là, qui est à chaud, c'est toujours difficile de réagir à chaud, mais où se trouve le passage entre la souveraineté d'une nation et le devoir d'ingérence,
précisément, dans un contexte où on constate quand même que la communauté internationale reste assez discrète. Il faut reconnaître que chaque État a déjà tellement de difficultés en interne que se mêler de manière un peu trop rapide, qui pourrait être jugée intempestive de ce qui se passe ailleurs, a tendance à vous inciter à énormément de prudence. On constate quand même que la pression qui, depuis plusieurs mois, a été, mise en œuvre par ceux qui contestaient, ce qui, semble-t-il, a été le détonateur du mouvement de Hong Kong, je peux me tromper, mais un projet de loi parlant de la possibilité d'extrader les personnes vivant à Hong Kong sur le continent chinois stricto sensu est apparemment remis en question, ce qui permet de penser qu'en définitive, une pression internationale que nous ne connaissons pas, car je pars de l'idée qu'il doit y avoir un certain nombre de discussions qui ne sont pas portées sur la place publique, et puis cette pression locale qui, sauf depuis quelques semaines, ne donne pas le sentiment d'avoir donné lieu à des violences excessives de la part des forces de l'ordre. Je dis bien, sauf depuis quelques semaines, permet de penser que les choses vont peut-être se régler. Mais comment voulez-vous que l'on puisse prendre parti, en tout cas pour quelqu'un comme moi, sur ce qui se passe si loin sans connaître tous les tenants et les aboutissants? À titre personnel, je m'intéresse, je m'informe, je me documente, sachant qu'à titre personnel, je n'ai rigoureusement aucun pouvoir, aucun moyen d'action. Je pense que l'important dans ce qu'est actuellement la vie internationale, c'est de se tenir au courant et c'est de conserver, le cas échéant, une capacité d'indignation intacte. Si elle peut se canaliser dans des mouvements organisés, pourquoi pas? Seul, c'est en général peu possible ou peu envisageable. Voilà, je disais, les droits de l'homme doivent rester une boussole. J'ai tout à fait conscience que c'est une toute petite boussole, mais enfin, il faut quand même y croire.